Donc, on dispose d'une bouteille de gaz. Donc, là, déjà, vous avez fait quelque chose au moment où vous avez lu ça. Vous savez que c'est un exercice sur les gaz. Vous savez où ça se trouve dans votre cours. Oui, puisque je vous rappelle que vous avez droit à votre cours pendant l'épreuve. Vous savez où ça se trouve et vous savez quoi chercher dans le cours. Bon, ce n'est pas le cours où il y a le plus de trucs à chercher à l'intérieur, on est bien d'accord, celui sur les gaz, mais vous savez où c'est, vous savez ce qu'il y a dedans, et vous êtes capable de le retrouver super rapidement si vous en avez besoin. D'accord? Donc c'est sur les gaz. Le volume interne, 50 litres. Ah, ben là aussi, j'ai une remarque à faire tout de suite, et qui se confirme hein, sur la suite, donc je vais la faire ensuite. Elle est remplie d'azote gazeux sous une pression de 200 bars, ça se confirme, et 25 degrés Celsius. La loi des gaz parfaits, elle ne peut s'utiliser qu'avec les unités du système international. Là, ce n'est pas compliqué, on a 3 données, elles sont les 3 en dehors du système international. Donc, ce que vous auriez dû avoir comme réflexe, et ce que vous allez avoir maintenant comme réflexe, à partir de maintenant, c'est que vous avez vu que c'était des gaz, vous savez que si c'est les gaz, on va voir débarquer à un moment ou à un autre, hein, je ne sais pas quand, mais elle va débarquer. La loi des gaz parfaits, comme réflexe, vous avez chopé votre stylo et vous avez changé toutes sur le champ les valeurs qui vous sont données pour les mettre dans le bon système d'unité. Donc, ce n'est pas 50 litres, c'est 50 10-3 mètres cubes, ce n'est pas 200 bars, c'est 200 000 pascal, ce n'est pas 25 degrés, c'est 298 Kelvin. Vous le faites à la volée et vous le changez directement dans l'énoncé. Pourquoi? Parce que si vous le faites là, ça ne vous prend rien de temps pour le faire, d'accord? Le temps de l'écrire. En gros, vous y passez, allez, on va dire 5-6 secondes au total, pas tellement plus. Et quand vous aurez besoin de ces chiffres plus tard, quand vous allez les relire, ils seront directement dans la bonne unité et vous pourrez les utiliser directement tels quels, sans avoir à y repenser, ce que vous allez, pour une bonne partie d'entre vous, oublier de faire. Là, vous y pensez, vous êtes dans la phase d'étude du sujet. C'est le moment pour le faire. Quand vous serez en train de vous lancer dans les calculs, vous allez être stressé parce que c'est une épreuve, vous avez d'autres trucs à faire, quel calcul je dois faire, et vous allez oublier de les convertir. C'est bon? Là, vous pouvez le faire, vous le faites sur le champ. Donc, vous les avez. Alors, si vous ne voulez pas faire directement parce que vous voulez lire vite, simplement un coup de stabilo, ça pourrait suffire hein, pour vous rappeler que, attention, ce n'est pas bon. Okay, ce n'est pas les bons, il faudra les changer. Mais le mieux, ce serait effectivement de réécrire directement sur l'exercice les bonnes valeurs pour que vous puissiez les reprendre directement après. C'est bon? Donc, eh ben là, on n'a plus grand-chose. Enfin, on n'a plus grand-chose. Je signale quand même que ça fait 2 ou 3 minutes que je suis simplement sur le sujet. Je ne sais toujours pas ce qu'on va me poser comme question. Hein. Mais j'ai déjà fait du travail. J'ai déjà avancé sur le travail. Bon, les questions, vous les voyez directement derrière. Hein. Elles vont être, d'ailleurs, oui, les questions. C'est un point important. Un peu en UE1, en tout cas sur la partie chimie. Sur l'UE3, sur quasiment tout le sujet. Sur l'UE4, sur quasiment tout le sujet aussi. Vous aurez comme structure, et vous avez peut-être déjà pu le remarquer, puisque vous avez des annales sous les yeux là, dans les sujets, que la structure générale, c'est j'ai un chapeau, un ensemble de données qui se rapportent à plusieurs questions qui vont être posées par la suite. Donc ça veut dire que toutes les données que j'ai lues sur la diapo précédente, elles sont valides pour toutes les questions. Alors elles sont en général, ces épreuves, c'est des problèmes dans les faits, hein, on peut les appeler des problèmes, précédés d'une petite phrase du style « ça dépend de l'UE dans laquelle vous vous trouvez », d'accord ? Mais les questions machin chose à truc muche se rapportent à cet énoncé, ou cet énoncé se rapporte aux questions 25 à 30, un truc dans le genre, de manière à ce que vous sachiez quel est le bloc qui est concerné. Oui. Ah, c'est pas grave. Ouais, t'étais mieux là quand même que là-bas, hein, mais bon. Bah, ça fait rien. Oui, je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Oui, donc vous avez une structure qui est facile à identifier, d'accord ? Vous voyez quelles sont les questions qui sont concernées, mais il y a quand même quelques conséquences dont vous devez absolument prendre conscience. 1. Les données, elles sont valides pour toutes les questions qui vous ont été fournies, sauf si dans une des questions, on vous en rajoute ou on les modifie. Dans le chapeau qu'il y avait en tête, on vous a dit qu'on était à 20 degrés. Et puis à la question 3 du problème, on vous dit on passe maintenant à 30 degrés. À partir de cette question-là, vous êtes à 30 degrés. D'accord ?
C'est la nouvelle donnée, ça a été modifié parce qu'il y a une bonne raison de changer de température. Okay? Si je reprends juste un exemple dans lequel on pourrait faire ça, vous avez vu tout à la fin du sujet, en UE1, on est bien d'accord, mais je vous ai dit, on peut recalculer les constantes d'équilibre d'une réaction à différentes températures. Donc peut-être qu'on vous l'a fait faire au départ à 25 degrés, puis qu'ensuite on la veut à 50. D'accord? C'est tout à fait envisageable. Donc il faudra bien donner 2 températures. Ça va? C'est bon? Deuxième point, puisque c'est des questions qui se succèdent, il est tout à fait envisageable que vous ayez à réutiliser dans la question 3 un résultat que vous avez trouvé à la question 1. OK? Et ça a 2 conséquences. 1, la donnée dont vous avez besoin à la question 3, on ne vous la fournit pas puisque c'est vous qui l'avez calculée. À vous de réaliser qu'effectivement, vous avez déjà calculé la valeur qui vous manque. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, alors là, c'est malheureux pour vous, hein, mais si vous vous êtes planté à la question 1, eh ben, vous allez faire la question 3 fausse nécessairement puisque vous partez d'une valeur qui est fausse. Okay? C'est regrettable. C'est d'autant plus regrettable, c'est qu'il y a une solution pour ça. Une. Mais le problème, c'est que techniquement et logistiquement, on ne peut pas la mettre en œuvre. Le truc qui serait bien, c'est que juste avant la question 3, je vous donne la bonne valeur. Comme ça, si vous savez faire la question 3, puisque vous avez la bonne valeur, je sais que vous savez faire la question 3. Alors que si vous vous plantez dans le système actuel à la question 3, moi, je ne peux pas savoir si c'est parce que vous avez juste fait une faute à la 1, mais que vous sauriez faire la 3 avec la bonne valeur, ou que vous ne savez pas faire la 3 non plus. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas faire la différence. La solution, elle existe. C'est ce que vous rencontrerez quand vous serez en 3e, 4e, 5e année de médecine, par exemple, et de plus en plus souvent en pharmacie aussi, c'est que les épreuves, elles ne soient pas sur papier, elles soient sur tablette. Parce qu'une fois que vous avez fait la question, vous ne pouvez pas remonter en arrière. Mais ça veut dire qu'à la question suivante, je peux vous dire, vous avez trouvé, ou vous auriez dû trouver, et puis après, vous pouvez repartir avec les bonnes valeurs. C'est bon? Le truc, c'est qu'en première année, vous êtes 600. Ça fait 600 tablettes. C'est une somme considérable. Et puis, des problèmes logistiques qui sont importants. Ceci étant dit, on en a déjà 300. Hein. Ben oui, parce que les épreuves, justement, je vous ai dit, en 3e, 4e, 5e année de médecine, et ils sont pratiquement 300, elles se font toutes sur tablette. Donc on n'en est pas encore loin, pas encore là, on n'en est pas si loin que ça, mais en attendant, vous devez considérer que vous plantez à une question qui a des répercussions sur les suivantes, c'est plus grave qu'avoir raté juste cette question. C'est bon? Alors, ceci étant dit, ce n'est pas parce que vous ne savez pas faire la question numéro 1 qu'il ne faut pas aller lire la question 2, 3, 4, 5. Parce qu'il y a des questions qui sont indépendantes, même dans un problème qui est unique. D'accord? La question 1, c'est calculer une concentration, mais la 2, c'est calculer le volume d'un gaz, machin truc comme ça. Elles n'ont rien à voir. Vous savez faire la 2, mais peut-être pas la 1. Okay? Donc, vous allez quand même lire toutes les questions et essayer de les faire. Parce que vous pouvez récupérer des points, même si vous ne savez pas faire une des questions sur le chemin. C'est bon pour tout le monde? Ça va? Je peux enfin commencer? Oui, finalement, je n'ai toujours pas commencé. Je n'ai même pas lu encore la question. Quelle est la masse d'azote dans la bouteille en grammes? J'ai encore une remarque à faire sur la question, avant d'attaquer pour de bon. Vous avez vu que là, l'unité, elle est directement dans la question. Ce qui explique pourquoi vous n'avez que des valeurs numériques en dessous. Ça veut dire qu'il n'y a nécessairement dans cette question qu'une seule bonne réponse. Il ne peut pas y en avoir deux. D'accord? Donner deux bonnes réponses, c'est avoir 0 à la question. C'est clair? Puisqu'il ne peut y avoir qu'une seule bonne réponse. On verra un peu plus loin des questions qui sont formulées où vous avez à la fois dans les réponses la valeur numérique et l'unité, et plutôt plusieurs unités différentes. Et on les traite différemment, on verra ça à ce moment. Mais là, vous pouvez de fait considérer que puisqu'il n'y a que des valeurs numériques, qu'il ne peut y en avoir qu'une seule de bonne, vu la structure de la question, on est bien d'accord, hein? Eh bien, il n'y a forcément qu'une seule bonne réponse. Ça va? Je vous en prie, à vos calculatrices. Vous avez toutes les données, 50 litres, 200 bars, de l'azote gazeux et 25 degrés Celsius. Voilà. Et on vous demande la masse en grammes.
ça part un poil dans tous les sens. Voilà. Okay. Alors, il y a une courte minorité de bonnes réponses, d'accord? Par minorité, hein, je veux dire que c'est que ça ne fait pas 50% et ce n'est même pas la réponse majoritaire. Okay, ça fait 25-26% pour l'instant de bonnes réponses. Les autres réponses, ce n'est pas la bonne réponse. La réponse majoritaire, c'est une erreur qui est prévue. Hein? Vous allez voir ce que je veux dire par là. Donc ceux qui ont répondu, pour une bonne partie, en tout cas, les deux réponses majoritaires, la bonne et celle où il y a l'erreur qui était prévue, d'accord? Je sais comment vous avez fait le calcul, et c'est la bonne manière de faire. Hein. Un nombre de moles, c'est ce qu'on me demande, d'accord? Enfin non, ce n'est pas ce qu'on me demande. Ce qu'on me demande, c'est une masse. Mais une masse, c'est juste un nombre de moles multiplié par une masse molaire. Un nombre de moles pour un gaz, quand je connais la pression, la température, le volume, c'est super simple à calculer. Ben oui, c'est la loi des gaz parfaits, d'accord? Donc, ça fera RT sur PV fois grand M, d'accord? Et là, c'est fini. Il y a juste à mettre, il y a juste à mettre les bons chiffres. Mais il y a à mettre les bons chiffres à l'intérieur. Et c'est bien... oui, c'est PV sur RT, excusez-moi. Je l'ai écrit à l'envers. Attendez, il faut que je revienne en arrière. Excusez-moi, d'accord? Donc, on les remet dans l'ordre. La pression, c'était 200 bars. Je l'avais corrigé, ça fait 200 000. 200 bars. 100 000 pour 1 bar, donc 200 fois 100 000. D'accord? 20 millions, oui, ça doit faire 20 millions, tout simplement. Okay. Le volume, 50, 10-3, en mètres cubes. Il va falloir que je le réécrive en dessous, je n'ai pas la place. 8,3. Alors, 8,3, 8,315. Vous avez vu les valeurs, comme elles sont dispersées là. Donc, globalement, faire quelques pourcents d'approximation sur la valeur que vous rentrez, ça ne va pas avoir beaucoup d'importance. Okay, donc, 8,3, ça fera largement l'affaire. Ce n'est pas la peine de rentrer quelque chose de plus précis. D'accord? Même 8, hein, ça suffirait. De toute façon, on ne va pas tomber loin. Okay, mais bon, là, vous avez des calculatrices. 8, ça pourrait être intéressant de le mettre si vous n'aviez pas de calculatrice, vous le faisiez à la main. D'accord? Ce ne serait pas utile de faire le calcul avec 8,3, c'est juste perdre du temps pour rien. On n'a pas besoin de cette précision. Qu'est-ce qui me manque? T 298. Et ça, je dois le multiplier, j'ai plus la place, par la masse molaire de l'azote gazeux. C'est quoi la formule de l'azote quand c'est un gaz? Ouais. C'est N2, vous le savez tous. Ouais, mais on doit dire du diazote et vous n'avez pas le droit de... Non, 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 j'ai le droit de faire ce que je veux. D'abord, c'est moi le chef ici, d'accord? Et puis ensuite, personne dans la vie courante n'utilise le terme de diazote. Jamais. Personne dit « Ah, aujourd'hui, j'ai bien respiré du dioxygène ». Non, vous respirez de l'oxygène, pas du dioxygène, d'accord? Donc déjà, il y avait le terme gazeux, qui était déjà plutôt gentil, hein, parce que honnêtement, je l'avais rajouté pour ne pas avoir de discussion. Mais non, quand on parle de l'azote, ce n'est pas l'élément azote dans ce contexte-là, c'est bien entendu le gaz diazote, de fait. Donc c'est du diazote, N2. Donc c'était bien de savoir que l'azote, c'est 14 sa masse molaire, mais c'est mieux de réaliser que c'est du diazote et que donc c'est 28 ici. D'accord? Ce qui fait donc 11 300 grammes, celle-ci et pas celle-là qu'on obtient quand on fait effectivement le calcul avec 14. J'en profite donc là pour mettre le point sur un truc. Ce n'est pas parce que vous avez calculé avec votre calculatrice ou de tête un résultat qui apparaît dans la liste que vous avez juste. Ça veut simplement dire que vous avez fait peut-être le bon calcul ou que vous avez fait une erreur qui était prévue, d'accord? Enfin, qui était en tout cas prévisible. Et ça fait 30 ans que je suis dans la boîte, donc les erreurs, je ne les ai pas toutes vues, on est d'accord? C'est pas vrai, d'accord? Parce que je réussis encore à en voir
Quand c'est rédactionnel, hein, d'accord? Quand c'est les QCM, évidemment, les erreurs, on ne les voit pas, on ne peut pas les deviner. Mais quand c'est rédactionnel, j'en vois encore auxquels j'avais jamais été confronté. Okay, donc, je ne peux pas toutes les imaginer. Et puis en plus, il n'y a que 5 possibilités, donc de fait, c'est limité le nombre. Mais tous les résultats que vous avez là, et dans toutes les questions qui vont venir, c'est tous des résultats qu'on obtient quand on fait une erreur que j'avais prévue. D'accord? Et en général, il y aura toujours l'erreur la plus prévisible. Là, l'erreur la plus prévisible, c'était celle-là. Hein. Il n'y avait pas de moindre doute. Okay, et puis, vous avez, alors je ne sais plus laquelle c'est, il y en a une là-dedans, c'est quand on n'a transformé aucune des valeurs, d'accord, dans les unités. Vous avez gardé le 50, vous avez gardé le 200 et tout le bazar. Je ne sais plus laquelle c'est, hein, okay, mais elle est aussi dans le tas pour pouvoir la trouver. Ça va de soi. C'est bon pour tout le monde? Donc, trouver un résultat qui apparaît dans la liste, ça ne veut pas dire que vous avez forcément le bon résultat. Okay, quel volume occuperait donc ce gaz s'il était entièrement liquéfié? Comment on le liquéfie? Vous savez comment on fait pour liquéfier un gaz. Soit on le refroidit énormément, soit tout simplement on le compresse énormément et puis il va finir par se liquéfier. D'accord? Alors comment on l'a fait ici? Ça n'a aucune espèce d'importance, on s'en fiche. Simplement les 11 kg 300 de gaz qu'on avait, on va les liquéfier. La masse volumique de l'azote liquide, vous l'avez ici. Alors on est d'accord, hein, c'est toujours du diazote liquide. D'accord? Pas de raison, ça n'a pas changé. C'est 800 kg par mètre cube. Et bien voilà, vous avez à nouveau, d'accord, un résultat dont l'unité est dans la question. Donc de fait, c'est ta réponse unique. Bon, ça fait presque 100% de bonnes réponses pour ceux qui ont répondu, donc on ne va pas perdre de temps avec ça. D'accord? La masse volumique, c'est la masse sur le volume. Vous connaissez la masse. Vous avez la masse volumique, vous allez calculer le volume. Okay? Je veux juste vous faire remarquer un truc. D'accord? Ça ne changera rien à ce que vous allez faire si vous ne l'avez pas vu. Mais les kilogrammes par litre, c'est la même chose que les kilogrammes par mètre cube, que les grammes par litre. La même chose, d'accord, que les grammes par litre. La masse qu'on a fait juste avant, on l'a en grammes. Le résultat qu'on veut ici, on l'a en litres. Donc si, puisque c'est quoi, c'est le volume qu'on veut, vous divisez votre masse en grammes par, excusez-moi, la masse volumique en grammes par litre, vous avez directement des litres. D'accord? Et ça évite d'avoir à faire 2 conversions. Les grammes en kilogrammes, puis ensuite les mètres cubes que vous obtenez en litres. Elles ne sont pas catastrophiques, ces 2 conversions, d'accord? Mais chaque fois qu'on fait une opération, on a un risque supplémentaire de faire une petite erreur. Donc là, si vous mettez les 11 300 divisé par les 800, vous trouvez 14 litres, la valeur qui est ici. Si vous avez gardé, d'accord, les 800 kg par mètre cube, vous avez passé les 11,3 divisé par les 800, vous trouvez des mètres cubes que vous ramenez en litres et vous trouvez le même résultat. Okay, mais ça fait 2 conversions supplémentaires. Ce n'est même pas une question de temps, hein, d'accord, parce qu'en termes de temps, divisé et multiplié par 1000, ce n'est pas bien grand-chose. Mais c'est juste que ça risque d'introduire des erreurs supplémentaires. Ah si, bien sûr que c'est toujours du diazote. Ah, c'est la bonne, oui. De toute façon, c'est bien ça, c'était la même question. Non, mais de toute façon, une masse volumique, tu te fous de la composition, en fait. Tu as pris l'échantillon en question, quoi qu'il y ait dedans, tu as pesé sa masse, tu as mesuré son volume, quelle qu'en soit la technique. Hein, la technique la plus simple, c'est par immersion. Hein, d'accord? Voilà, vous plongez dans un liquide, vous regardez de combien le niveau monte, et puis vous l'avez instantanément. Okay, mais ça peut être aussi en mesurant les côtés, puis en mesurant le volume, éventuellement comme ça. Mais c'est tout. Hein. Donc ça peut être n'importe quoi à l'intérieur. Tu as une masse volumique. D'accord? Voilà. Même si tu es composé de tas de morceaux différents qui ont des masses volumiques indépendantes et différentes les unes des autres. Okay? Donc là, que ce soit de l'azote ou du diazote, à la limite, tu t'en fiches. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça ne changerait rien. C'est bon? On peut passer à la suite? Alors, la suite, si je retrouve la tablette. Cette fois-ci, la bouteille de gaz, on l'ouvre. Le gaz,
il se détend, d'accord? Donc il va passer à pression atmosphérique, et quel volume va-t-il occuper? Vous aurez noté qu'il n'y a pas d'information sur la température, ça veut dire que la température qu'on a donnée au début, hein, c'est toujours la bonne, on est toujours à 25 degrés Celsius, il n'y a pas de raison que ça change. Donc effectivement, par contre, il y a clairement ici une modification d'une donnée, on est passé à pression atmosphérique. Bon, là c'est pareil, on ne va pas y passer énormément de temps. Il y a à nouveau deux manières de faire le truc, d'accord? Celle que vous avez probablement utilisée, on réécrit PV égale RT, et puis ça va marcher. Et puis, il y a moyen de faire plus vite. Mais je vais le faire lentement pour vous montrer pourquoi on peut aller plus vite. Okay? Ça peut sembler paradoxal, mais simplement en le faisant lentement, vous allez voir pourquoi la fois suivante, on peut le faire en, je ne sais pas moi, 10 secondes à peu près, et de tête. Je voudrais juste vous faire noter que quand on était dans la bouteille, j'avais la pression, d'accord, ou plutôt je vais écrire dans l'autre sens, le volume dans la bouteille, c'était RT, le N, le nombre de moles de gaz, hein, d'accord, sur la pression dans la bouteille. Tout le monde est d'accord? Et là, les chiffres hein, qu'on met, c'était qu'on était à 200 bars, c'était qu'on était à 50 litres, c'était qu'on était à 298, et le nombre de moles, ben, celui qui correspond aux 11,3 kg. OK? Ça va? Bon. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Ben, je veux le volume, d'accord? Et je vais écrire à pression atmosphérique. Ce n'est pas le volume de l'atmosphère, c'est le volume à pression atmosphérique. Qui sera le nombre de moles? C'est le même que tout à l'heure, c'est le gaz qui s'est échappé de la bouteille. Fois R, c'est une constante, fois T, il n'a pas changé, c'est le même, divisé par la pression atmosphérique. On est d'accord? Bon, jusque-là, ça n'a pas l'air de m'avancer beaucoup. Vous pouvez faire le calcul, là, maintenant, avec tous les chiffres qui sont ici. À savoir que N, bah, ce sera la masse divisée par la masse molaire, R, 8,3, T, 298, et la pression, une atmosphère, 100 000 pascal. OK? Ou, avec une petite étape supplémentaire, constatez que la pression atmosphérique, par rapport à l'exercice que j'ai ici, hein, c'est simplement la pression dans la bouteille divisée par 200. OK? J'ai 200 atmosphères dans la bouteille, 200 bars, c'est la même chose, d'accord, à un chouille près, et j'ai une atmosphère là maintenant, quasiment un bar. Elle a été divisée par 200, la pression. Si j'avais besoin de faire des calculs ultra précis, hein, je ne le ferai pas, okay? Mais là, vous avez vu, les résultats, encore une fois, ils sont très loin les uns des autres, donc dire qu'une atmosphère et un bar, c'est la même chose, ça ne pose aucun souci. Okay? Ben, regardez là, le NRT sur Pbot. Je sais ce que c'est. C'est le volume de la bouteille divisé par 1/200, ou 200 fois le volume de la bouteille. C'est la loi de Boyle-Mariotte, celle par laquelle j'ai commencé le cours sur les gaz. D'accord? Quand on change le volume, on change la pression en proportion inverse. J'ai divisé par 200 la pression, donc je multiplie par 200 le volume. Le volume, c'était 50 litres. 50 fois 200, ça fait 10 000. Ça fait 10 mètres cubes. Bon, vous l'avez instantanément. C'est le même résultat que quand vous faites le calcul avec tous les chiffres, hein, on est bien d'accord. Vous trouverez le même résultat. C'est juste que là, la pression est 200 fois plus petite, le volume 200 fois plus grand, et vous avez le calcul. Et je n'ai même pas besoin de le dire, d'accord? Je le fais instantanément à la volée, et j'ai le résultat. Ça va? Et ça marcherait dans tous les sens, hein. Vous augmentez la pression par un facteur 10, c'est 10 fois plus grand, ben le volume il va être 10 fois plus petit. Voilà, ça marchera à tous les coups. C'est bon? Et donc ça permet d'aller un poil plus vite. Et puis à la limite, en faisant moins de calculs sur la calculatrice, d'éviter de se foutre dedans en tapant sur la calculatrice. Okay? Parce que la calculatrice, elle vous donnera toujours le calcul exact. Pas forcément le bon résultat. Si vous vous êtes planté, vous êtes planté. Hein. Vous n'avez pas utilisé la bonne formule ou vous n'avez pas utilisé les bons chiffres, vous aurez un résultat qui ne sera pas le bon résultat. Mais le calcul correct, hein. Ça c'est sûr. Hein. D'accord? Elle ne va pas se planter. Vous peut-être, par contre. C'est bon?
Donc, ça fait, je me suis perdu dans les chiffres, si, 10 000 litres, 10 mètres cubes, celui que vous avez là. Vous savez comment on les appelle, ces bouteilles? En fait, commercialement, quand on les commande sur un catalogue, ces bouteilles, vous les avez peut-être déjà vues, hein. C'est des gros cylindres en métal, à peu près de ce diamètre-là, et qui sont grosso modo à peu près hauts comme ça. D'accord, on les voit sur les sites industriels, on les voit à côté des stations-service quelquefois, parce qu'on peut aussi en acheter dans ces endroits-là, et on les appelle des bouteilles de 10 mètres cubes, parce qu'elles contiennent 10 mètres cubes à pression atmosphérique, tout simplement.